Salut à tous, c'est Mickaël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'OASP. L'OASP, c'est une notion qu'il faut absolument comprendre si vous souhaitez travailler dans le milieu de la cybersécurité. L'OASP, c'est ni plus ni moins qu'un consensus, un groupe de sociétés qui se sont mis d'accord pour définir des bonnes pratiques dans le développement d'applications. Aujourd'hui, c'est un référentiel que l'on utilise dans les audits de sécurité pour pouvoir auditer une application, qu'elle soit web ou une application mobile. Ce n'est pas forcément fait pour auditer d'autres types de secteurs, mais c'est vraiment très efficace pour tout ce qui est site internet. Et lorsqu'on fait du test d'intrusion, en général, les audits de site internet, c'est 80% de notre travail. Donc il faut absolument maîtriser ce référentiel-là. Et donc je vais vous parler du top 10 OASP qui existe déjà depuis une dizaine d'années. Donc ils ont sorti plusieurs versions, en 2013, en 2017, et la dernière sortie, elle est en 2021. Donc elle représente 10 catégories de vulnérabilités qui sont très retrouvées sur les sites internet et sur les applications en général. Donc la première, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle le Broken Access Control. C'est le fait de pouvoir accéder à des données qui ne nous sont pas normalement nécessaires et qui ne sont pas forcément autorisées. Et ici, on va retrouver par exemple le CWE qui est ni plus ni moins qu'un référentiel de vulnérabilité fait par l'OASP. La deuxième catégorie est la partie Crypto Failure. Alors elle a changé de position par rapport à 2017 et on voit qu'il y a certaines catégories qui ont été regroupées en une. Mais la cryptographie failure, c'est toutes les problématiques d'exposition des données sensibles qui sont liées à des fuites de données. Et ça, on s'aperçoit que les fuites de données sont de plus en plus importantes avec le temps. La troisième catégorie qui a regroupé énormément de données, surtout en 2017, qui est la partie injection. À la base, le top 10 de 2003, c'était que des injections web. Donc là, ils ont regroupé, ils ont fait une seule catégorie. Dedans, on va retrouver par exemple les injections XSS, les injections SQL, on va retrouver les injections LDAP, les LFI, les RFI. On a tout un tas d'injections qu'on va pouvoir retrouver dedans. Et donc, c'est pour ça qu'elle est en troisième position, parce que c'est des vulnérabilités qu'on retrouve très très souvent sur Internet. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'insecure design. Donc, c'est le fait que la conception du système n'ait pas forcément été bien pensée. Et on va le retrouver majoritairement dans l'industrie, où on va retrouver des produits qui nativement n'embarquent pas de sécurité, où il n'y a pas la possibilité de mettre des mots de passe, où les mots de passe ont été embarqués par défaut, où ils sont inscrits en dur dans la configuration et on ne peut pas les changer. Et donc ça, c'est une catégorie qu'on voit de plus en plus parce que le secteur industriel s'ouvrant aujourd'hui sur Internet, on trouve de plus en plus de vulnérabilités dans ce sens-là. La cinquième catégorie, c'est ce qu'on appelle le Security Misconfiguration. C'est le fait d'avoir des configurations par défaut ou des mauvaises configurations sur les différents systèmes. Lorsque vous allez installer un nouvel objet, il y a fort à parier que vous laissez les mots de passe par défaut. Il faut absolument les changer. Et lorsqu'on arrive dans des entreprises où il y a des centaines et des centaines d'équipements, c'est très très régulièrement qu'on trouve des équipements avec des mots de passe par défaut qui nous permettent ensuite d'avoir accès à d'autres composants. La sixième catégorie du top 10 OASP, c'est la partie vulnérabilité et outdated component. C'est le fait qu'on ait des logiciels qui ne soient pas mis à jour, qui intègrent des vulnérabilités. Aujourd'hui, si vous faites un scan de vulnérabilité dans un grand parc informatique, je vous parie automatiquement que vous aurez plein de vulnérabilités qui vont être remontées. Parce que les composants évoluent tellement vite qu'il est difficile de les suivre. Aujourd'hui, si vous prenez un système, vous avez d'abord la version de l'OS qui est à mettre à jour très régulièrement, et après vous avez tous les packages qui sont à mettre à jour en plus. Et à moins d'avoir des gestionnaires de parc qui sont très compétents et vraiment qui vont suivre ça au fur et à mesure avec des tests pour les montées de version, mais sinon, dans la plupart des cas, les vulnérabilités sont bien présentes et elles ne sont pas forcément mises à jour. Ensuite, la septième catégorie qui a été remontée par l'OASP, c'est l'identification et l'authentification failure. Donc c'est tout ce qui est défaut d'authentification et d'identification. Alors on fait bien la distinction entre les deux. L'authentification, c'est le fait d'accéder à un système. L'identification, c'est le fait de savoir qui accède à ce système. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de vulnérabilités qui permettent de contourner ces authentifications ou ces identifications, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. On a également en huitième position le Software Data Integrity Failure. C'est le fait que vous puissiez déposer des données et utiliser des données qui ne sont pas vérifiées. Par exemple, vous mettez à jour un logiciel et vous n'allez pas vérifier la mise à jour. Vous allez modifier des données qui sont critiques, vous n'allez pas forcément modifier l'origine de ces données et l'intégrité des données avant qu'elles soient intégrées. On a également une part qui est très importante et qui est en train d'évoluer, c'est la Security Logging and Monitoring Failure. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, il y a des lois et qu'une détection d'intrusion est très compliquée dans une entreprise. Techniquement, c'est faisable, mais très peu d'entreprises le font, car il faut superviser en temps réel toutes les instances de l'entreprise, vérifier que tous les systèmes fonctionnent bien et surtout détecter les faux positifs. Aujourd'hui, une intrusion dans une entreprise met plusieurs mois avant d'être détectée, alors que normalement, d'après le règlement général de la protection des données, les clients impactés
doivent être contactés en moins d'une semaine. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut absolument que les personnes travaillent dans ce secteur-là. Et ça, on voit que ça commence à prendre doucement un tournant. Et enfin, la dernière vulnérabilité qui a été énormément remontée par l'OWASP, c'est les SSRF, donc les Server-Side Request Forgery, qui sont ni plus ni moins que le fait de pouvoir accéder à des données internes via des injections web. Donc ça, c'est un élément assez technique dont on pourra parler plus tard si ça vous intéresse. En tant qu'auditeur, il y a un guide que vous allez suivre très régulièrement qui est le guide OWASP, qui va être votre référentiel pour travailler. Donc c'est ni plus ni moins qu'une checklist en fait qui a été faite en 11 catégories et une centaine de points. Et par exemple, la première catégorie, on va retrouver tout ce qui est lié à la récolte d'informations. Donc là, par exemple, tout ce qui peut être lié aux informations qui auraient fuité sur Internet dans des Google Docs. On a après toute la partie configuration. Est-ce que vous avez votre réseau et votre infrastructure qui est correctement configurée? Et à chaque fois, pour chaque point, vous avez vraiment un détail de tout ce qui doit être fait et potentiellement des attaques qui peuvent être menées et de comment y remédier. Donc je vous conseille de regarder en profondeur, je vous mettrai le lien dans la description de ce guide-là. Ensuite, on a tout ce qui est partie identification. Donc on voit que finalement, les catégories du top 10 se retrouvent dans la liste des éléments à vérifier et à auditer. Si vous êtes auditeur et que vous suivez avec cette liste-là, vous avez de grandes chances d'avoir un panel qui est vraiment complet lors de votre audit et d'avoir un rapport qui soit extrêmement complet. Et les clients, ils aiment bien voir leur niveau de conformité vis-à-vis de ce référentiel-là. On a la partie également authentification. Est-ce que vous le faites sur des éléments qui sont chiffrés? Est-ce que vous avez les identifiants par défaut qui ont été mis en place? Est-ce que vous avez la possibilité de contourner les schémas d'authentification? Est-ce que vous avez la possibilité de faire du brute force? Donc là, après, vous avez tout ce qui est autorisation. Est-ce que vous pouvez accéder à des fichiers et des dossiers qui ne vous appartiennent pas? Quel est le schéma d'autorisation? Comment est-ce que sont gérés les différents éléments qui vont attribuer la session? Par exemple, le cookie de session qui vous permet de rester authentifié d'une page à l'autre. Est-ce qu'il est bien géré? Est-ce qu'il est bien sécurisé? Est-ce qu'il est possible de modifier les éléments de la session? Est-ce que vous avez une déconnexion qui est automatique? Donc on a vraiment tout un tas de points qui est vraiment très éléments à vérifier. Sur la partie, par exemple, test des entrées utilisateurs. Et ça, je crois que c'est la partie qui est la plus vulnérable en général quand on fait des audits de sécurité. On va s'assurer que les personnes qui saisissent des informations soient bien celles qui sont attendues par le serveur. Et là, en général, c'est relativement mal fait. Donc on a tout ce qui est injection SQL, injection XSS, on a les injections LDAP pour tout ce qui est annuaire, on a les injections SSI qui viennent d'arriver avec les nouveaux templates d'injection. Après, on a tout ce qui est inclusion de fichiers, on a également les dépassements mémoire. On a tout ce qui est, on a une catégorie qui est liée aux erreurs. Est-ce que le serveur va émettre des erreurs qui vont nous permettre ensuite de pouvoir nous introduire plus loin et de pouvoir faire des attaques plus en profondeur? On a une partie liée à la cryptographie. On a une partie qui est liée à l'intelligence du business. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aller par exemple saisir des données qui sont invalides d'un point de vue logique business? Par exemple, est-ce que vous pouvez envoyer un virement bancaire avec un montant qui est négatif ou envoyer un virement bancaire avec un solde qui est supérieur à votre compte? Donc ça, ce sont des choses plutôt de compréhension. Et donc ça ne peut pas être automatisé. Il faut absolument que l'auditeur ait bien pris et bien cerné vraiment l'application pour pouvoir rentrer en détail et pour pouvoir tester justement tous ces éléments-là. Et sur la dernière partie, c'est ce qu'on appelle le client-side. Donc c'est toutes les vulnérabilités qui ne vont pas impacter le serveur, mais qui vont impacter les clients qui potentiellement pourraient se connecter sur ce serveur-là. Donc on voit vraiment qu'on a une grande liste. Et nous, on l'a mis dans un fichier Excel. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on disait si c'était OK ou KO. Et ensuite, on attribuait la vulnérabilité liée à cet élément-là. Donc vous retrouvez tout un tas de scripts qui vous permettent de faire une certaine partie de l'automatisation de ces audits-là, mais je vous conseille vraiment de rentrer en profondeur et de pouvoir l'analyser pour vraiment monter en compétence sur la partie test d'intrusion web, qui est un pilier de l'audit de sécurité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous ai préparé un guide que je vous offre, qui est disponible directement dans la description. Vous retrouverez plein de bonnes informations pour débuter dans la cybersécurité. Maintenant que vous savez ce qu'est l'OWASP, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!